Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Bismart for Change pour une nouvelle édition de Safe Parlons Risque, votre émission consacrée aux enjeux du risque management et de l'assurance. Aujourd'hui, on parle d'un sujet ô combien d'actualité, le dérèglement climatique et ses risques systémiques pour les entreprises. On parle de risques systémiques, on parle donc de conséquences aussi en matière d'assurabilité. Donc, je vous parle de sécheresse, d'inondations, de tempêtes, d'incendies, tel qu'on peut le voir en ce moment à l'heure californienne. Comment l'entreprise peut-elle se protéger face à ces risques d'ampleur? Quel recours assurantiel pour assurer sa pérennité? Autant de questions que de points à aborder avec mon invité du jour, que j'ai le plaisir d'accueillir en plateau, Florence Loup, bonjour. Bonjour, Vous êtes directrice générale de Diosasi Corporate Solutions. Merci d'être des nôtres ce jour. ravie d'être avec vous pour aborder ce thème qui nous passionne et qui nous motive au quotidien dans l'accompagnement de nos clients. Et qui appelle effectivement à de la réaction sur des sujets d'ampleur. Avant ça, il faut s'y préparer au risque climatique. J'aimerais commencer par une première question qui est chère au risque manager. Comment établir une bonne cartographie des risques climatiques et écologiques aujourd'hui? Alors, une cartographie des risques liés au changement climatique, pour une entreprise, je pense que ça doit répondre à trois objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment de définir effectivement les zones particulières de son exposition à ce risque. Le second, c'est de définir finalement les scénarios d'adaptation pour elle face à ce risque de changement climatique. Et enfin, le troisième, et pas des moindres, c'est celui d'alimenter le reporting, qu'on parle de performance extra-financière ou qu'on parle également pour les entreprises de se préparer aux obligations liées à la CSRD. Alors, une cartographie des risques liés au changement climatique, je dirais en résumé, il y a un peu deux volets. Le premier volet, c'est le volet lié au risque physique. Le second volet, il va plutôt être lié à la projection des risques et opportunités liés à cette transition climatique. Alors, sur le premier volet, les risques physiques, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la totalité des risques, enfin des actifs physiques de l'entreprise et on va étudier l'évolution de leur exposition du fait du changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évolution de l'exposition du fait des risques, des périls graduels de changement climatique, l'élévation continue des températures, l'évolution du régime des précipitations, par exemple, mais également leur exposition face aux risques plus extrêmes de changement climatique, la tempête, les grandes vagues de chaleur, les grandes vagues de froid. Et ça, on va le faire en fonction des différents scénarios du GIEC, c'est-à-dire des perspectives d'élévation plus ou moins importantes de température à des horizons de temps différents. La seconde partie de l'établissement de cette cartographie de risque, elle consiste vraiment à travailler sur les risques, mais aussi les opportunités liées à la transition. Ça se passe plutôt en trois étapes. La première étape, c'est vraiment pour nos consultants, un travail de dialogue avec un certain nombre de parties prenantes dans les entreprises qui vont permettre justement d'identifier tous ces risques et toutes ces opportunités en fonction d'une grille de lecture multifactorielle. Les risques liés à l'évolution du cadre réglementaire, les risques ou les opportunités liées à l'évolution de la demande des clients, des risques de réputation, d'image, etc. Donc on va faire tout ce listing-là et à partir de ça, nos consultants vont établir finalement des scénarios de risques d'une part, d'opportunités de l'autre et au-delà de ça, en fonction de l'information disponible, ils vont s'attacher à les dimensionner, à leur donner une valeur à la fois en euros ou aussi en facilité ou difficulté à mener cette transition. Et finalement, le rendu final pour l'entreprise, c'est une matrice qui va permettre à l'entreprise d'avoir une cartographie qui va lui permettre justement de voir ses expositions sur les risques physiques et une matrice directionnelle sur les risques et opportunités que représente pour elle la transition climatique. Alors, ce document, c'est évidemment pas la fin, mais c'est plutôt le point de départ. Ça se veut vraiment un document de référence pour l'entreprise, pour établir la collaboration entre les différents services. Il va souvent servir, ce document, à permettre de mettre en place un plan de gestion et d'adaptation des risques. Et je pense qu'il constituera également dans le temps une ligne rouge de référence pour mesurer la progression et éventuellement adapter cette stratégie pour qu'elle demeure efficace. Elle permet effectivement de souligner aussi bien les expositions, vous l'évoquez, elle sert aussi c'est un vecteur de sensibilisation aussi en interne. Sur le volet des expositions, elle dicte aussi justement
quel type de contrat, quel type de garantie on va souscrire auprès justement des assureurs. À cet égard, je me mets du côté des assureurs, parce que là on parlait du risque manager, on va parler des assureurs. Quel est l'appétit au risque de ces derniers vis-à-vis de la recrudescence des risques climatiques et de transition? Alors, le défi du changement climatique pour les assureurs, il ne constitue pas seulement une évolution de leurs risques, c'est vraiment un changement de paradigme. Un changement de paradigme, pourquoi? Parce que ça bouscule complètement leur modèle de risque. Ça le bouscule pour 3 raisons. D'abord, ce changement climatique, il est à la fois évolutif mais inertiel. C'est-à-dire il y a une évolution constante, l'augmentation des températures, mais inertielle, c'est-à-dire que malheureusement, quelle que soit notre stratégie d'atténuation, certains effets sont déjà verrouillés, Hmm. quoi qu'il se passe par ailleurs. Le second point de ce changement de paradigme, c'est que ce changement climatique, il est à la fois localisé mais systémique. Certains événements climatiques d'ampleur vont être très localisés, une tempête dans un lieu donné, mais on se rend bien compte que les impacts de cette tempête vont être potentiellement systémiques et se répercuter sur toute une région, voire dans le monde entier, du fait de l'interconnexion, de l'interdépendance des économies les unes par rapport aux autres. Et enfin, ce changement climatique, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des effets de seuil dans son déclenchement qui vont impliquer des basculements extrêmement brutaux. Et ça, les assureurs doivent intégrer toutes ces données dans l'évolution de leur modèle de gestion de risque. Alors évidemment, la vraie question, en particulier pour nos clients, c'est comment nous les accompagnons au quotidien, c'est dans cet environnement, comment faire pour préserver l'appétit du risque des assureurs pour ces clients-là. Le premier sujet, c'est ce qu'on évoquait, c'est mieux comprendre, mieux analyser les risques. Donc, nous travaillons beaucoup avec nos clients à fournir aux assureurs toutes les données disponibles. C'est un vrai dialogue du quotidien pour bien comprendre les expositions, les risques, les plans de prévention, les plans d'adaptation, parce que ça, c'est une donnée extrêmement précieuse pour conforter les assureurs dans leur volonté de nous accompagner dans le temps. La deuxième chose, c'est d'être malin, agile, et c'est notre boulot au quotidien, face à la volonté des assureurs de mieux piloter leur mix portefeuille. Mhm. Leur mix portefeuille, c'est quoi? C'est que sur une exposition particulière, un péril particulier, une zone géographique particulière, ils vont avoir un appétit limité. Et donc nous, notre objectif, c'est que notre client soit prioritaire dans l'accès à cette poche de risque que l'assureur va bien vouloir prendre. Donc c'est vraiment un travail de défense des intérêts de nos clients, mais aussi de bonne compréhension des impératifs des assureurs pour pouvoir avoir la meilleure des négociations possibles. Le dernier point, évidemment, c'est que les assureurs, leur appétit au risque, il est fonction de capacité engagée, de tarifs, de conditions de textes de garantie. Et donc, c'est ce mix qu'il faut travailler de la façon la plus efficace possible. On voit bien la tendance des assureurs à mieux maîtriser leurs risques par une réduction moyenne de leurs engagements. Ça veut dire pour nous une capacité à aller travailler avec d'autres partenaires de manière à préserver la palette financière de couverture de nos clients. Il y a aussi évidemment des augmentations tarifaires et on s'attachera à en avoir la version la plus juste et une version également qui soit soutenable par nos clients. On se rend bien compte qu'à certains endroits, que ce soit les dom-toms, que ce soit les collectivités locales ou certaines industries, on est aujourd'hui aux limites de la soutenabilité pour ces clients-là et les conditions de garantie que nous travaillons pied à pied pour assurer à nos clients qu'elles sont les meilleures possibles dans l'état du marché actuel. Évidemment, quand la question de la réalisation du risque, c'est pas si il va se réaliser, mais juste quand Oui. et à quelle intensité, l'argent, le prix ne peut pas être la seule variable d'ajustement. Et donc, nous mettons en œuvre aux côtés de nos clients tout le travail qu'ils réalisent, la cartographie que nous avons détaillée ensemble, le plan de prévention, le plan d'adaptation, qui sont extrêmement clés pour continuer à convaincre les assureurs de nous accompagner dans le temps auprès de nos clients.
Je pense qu'on ne peut pas non plus ne pas évoquer une tendance qu'on voit bien arriver, qui est la nécessaire refondation du partenariat public-privé. On voit bien que partout dans le monde, la pression se fait plus forte pour repenser ce partenariat, de manière à avoir des dispositifs CatNat qui soient robustes, qui soient efficaces dans le temps. On voit également que dans des zones où ces dispositifs n'existaient pas, ils sont en train de se mettre en place. On peut citer l'Italie à titre d'exemple. Et on voit effectivement que le régime CatNat aujourd'hui est à bout de souffle, hein, et on voit notamment par la hausse des primes. Vous évoquez justement que le tarifaire ne peut être la seule variable d'ajustement. On voit aussi effectivement que dans les polices, aujourd'hui, les capacités plafonnent, hein, lorsqu'il s'agit effectivement de couvrir le risque climatique. On y voit également des exclusions. À cet égard, quelle place justement pour l'assurance paramétrique, les captives et autres solutions de réassurance concrètement? Alors, vu l'ampleur du défi, je pense que toutes les solutions doivent être vues de façon complémentaire. Mhm. Donc, vous avez raison, il y a un certain nombre de nouvelles solutions qui commencent à se mettre en œuvre. L'assurance paramétrique, donc l'assurance paramétrique, c'est quoi? C'est une assurance qui est bâtie sur le déclenchement d'une indemnité en fonction de la réalisation d'un indice. Cet indice, ça peut être la vitesse du vent, la hauteur d'enneigement. Ces solutions, elles sont très utiles pour certains clients pour répondre à des besoins spécifiques. Elles offrent également l'avantage d'être rapides. On est sur de l'indemnisation finalement immédiate en cas de réalisation de cet indicateur. Je pense qu'à contrario, leur limite, c'est qu'effectivement, elles vont répondre à un besoin spécifique plutôt que la couverture globale du risque climatique, et que leur coût et leur disponibilité est quand même limitée plutôt à des couches basses du portefeuille de risque de nos clients. Donc nous le mettons en œuvre à côté d'autres solutions. Dans le même ordre d'idées, on pourrait parler des solutions de captive, d'assurance, mais surtout de réassurance. Donc là, de quoi parle-t-on? On parle de véhicules qui sont mis en place par les clients pour autofinancer une partie de leur risque. Donc là encore, les avantages que l'on peut voir à ces véhicules, c'est une certaine flexibilité, adaptation aux besoins spécifiques du client, flexibilité économique, mais aussi flexibilité en termes d'étendue des garanties. Et on va travailler avec certains clients à mettre dans ces captives-là des risques qui ne trouvent pas preneur sur le marché classique de l'assurance. Par exemple? Par exemple, la perte d'exploitation sans dommage. Mhm. Voilà. Là encore, la capacité financière de l'entreprise à autofinancer ses risques va être limitée, et donc ce véhicule captif est une partie de la solution, mais une partie importante qui va être finalement la couche de base qui va permettre de venir asseoir le reste du programme d'assurance en un programme qui soit robuste et plus holistique pour le client. En ce sens, est-ce qu'on parle que d'assurance aujourd'hui lorsqu'on a envie de se prémunir du risque climatique? Je suppose qu'en tant que courtier, vous avez aussi une vision globale sur l'ensemble des mesures applicables et recommandées pour y faire face? On l'a vu, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder à 360 degrés. Le premier élément, c'est avoir conscience de ce dont on parle, des menaces et des opportunités liées à cette transition climatique. Et cette connaissance fine, c'est le premier élément pour être gagnant dans cette transition-là. Le second élément, on l'a également évoqué, c'est tout le travail de prévention, tout le travail d'adaptation des entreprises qui va être clé pour leur capacité à survivre et à se réinventer demain. Alors bien sûr, la partie assurantielle, la protection financière qu'on vient d'évoquer, elle est très importante et nous y travaillons au quotidien avec nos clients, mais elle ne saurait répondre à tous les enjeux. Mais je pense qu'à côté de ça, on voit émerger, et je pense que c'est très positif, il faut être optimiste sur demain, énormément de technologies qui vont nous aider à gagner le défi du changement climatique. On peut citer les systèmes d'alerting. On a de plus en plus de bases de données extrêmement puissantes qui permettent finalement de mieux anticiper les événements climatiques extrêmes, de prévenir les populations, les entreprises pour qu'elles se protègent, mais également pour limiter l'intensité des dégâts. On peut également citer la construction. On voit bien que la construction sera une des clés sur la transition climatique. Chez Diosiassi, nous sommes un courtier important dans le monde de la construction. Nous accompagnons nos clients dans le fait de repenser les techniques de construction qui posent eux-mêmes le sujet de l'assurabilité de toutes ces nouvelles techniques, mais nous pensons que c'est un levier fort pour
adapter notre trajectoire. On peut également tout bêtement repenser à finalement remettre la nature au cœur de cette stratégie d'adaptation. On peut penser à la reconstitution des mangroves, qui sont un élément clé dans certaines zones géographiques pour lutter contre les tempêtes et l'érosion des bords de mer. On peut penser également dans l'agriculture à la réintroduction de semences qui vont permettre d'être moins gourmands en eau, de mieux résister aux vagues de chaleur, par exemple. Un cercle vertueux est encore possible. Merci beaucoup, Florence, pour ces éclaircissements et ces échanges qui permettent d'apporter des éléments de réponse et des clés de compréhension sur ce sujet ô combien d'actualité. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Vous restez avec nous sur Be Smart for Change.